Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue au balado Votre santé, une autre émission spéciale COVID-19. Je suis votre animateur Sean McMahon. Cette fois, nous allons nous pencher davantage sur l'un des groupes, sinon le groupe le plus atteint par la pandémie, nos aînés. De la situation critique dans les établissements de soins de longue durée au risque épidémiologique accru touchant ce groupe d'âge, nous pouvons dire que la population gériatrique est la grande victime de cette crise. Et il y a plusieurs enjeux à considérer, des enjeux parfois difficiles à aborder. Mais traiter ce genre de sujet est la raison d'être de ce balado. Pour cet épisode de Votre santé, j'ai avec moi deux invités très spéciaux qui s'intéressent à deux questions très importantes, la maltraitance et la santé mentale. En ligne, il y a Sarita Israël, travailleuse sociale et coordinatrice domaine d'expertise maltraitance au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, CREGES. Sarita, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Sean. Et il y a aussi le docteur Alexandre Allard, résident senior en psychiatrie à l'hôpital général juif, qui fait partie d'un nouveau programme de bénévolat très intéressant. Docteur Allard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Sarita, j'aimerais peut-être commencer avec vous. La maltraitance des aînés est une question assez délicate qui est probablement assez méconnue aussi. Quels problèmes rencontrez-vous le plus souvent et comment ont-ils été aggravés par la COVID-19 alors que tant d'aînés vivent une situation d'isolement incroyablement difficile? Alors, j'aimerais commencer par dire que les situations de maltraitance sont des situations qui sont plutôt de type familial et qui sont souvent impliquent des personnes de la famille ou des proches, qui veut dire que c'est déjà une problématique cachée. Et dans une situation comme la nôtre présentement d'une crise sanitaire où on impose l'isolement des personnes aînées en particulier, on renforce l'isolement des personnes qui sont déjà dans des situations qui sont difficiles et qui sont difficiles à adresser en temps normal. Et on doit avoir une attention particulière aux personnes aînées qui seraient plus à risque que d'autres. Et c'est des personnes qui ont déjà des problèmes qui leur empêchent peut-être d'aller se chercher de l'aide, etc., comme les personnes qui souffrent de santé physique importante, des personnes qui sont déprimées, des personnes avec des pertes cognitives ou, et ça c'est intéressant, des personnes qui ont des comportements eux-mêmes hostiles, qui pourraient avoir des réactions des personnes qui en prennent soin ou des personnes qui sont trop passives et dans une situation d'isolement peuvent créer des relations plus conflictuelles. On a aussi le problème, et on le sait très souvent, les personnes qui sont en perte d'autonomie doivent être soutenues par l'aidant. Mais si la personne qui est l'aidante est une personne dont il y a déjà un problème existant de tension et de violence dans la famille, la cohabitation et le fait de ne pas avoir d'autres personnes qui puissent donner du répit peut exacerber la situation déjà existante. Et la tension de la relation d'aide peut faire en sorte que la personne qui est dans la relation d'aide va peut-être négliger pour se donner un peu de répit ou va donner de l'aide, mais peut-être de manière un peu plus rude que d'habitude. J'aimerais vous dire qu'en effet, la maltraitance généralement n'est pas intentionnelle. Les gens sont bienveillants, mais dans des situations qui sont hors du naturel et qui se sentent un peu peut-être prises au piège, peut-être ils vont réagir de manière que normalement ils ne réagiraient pas. Alors c'est pour ça qu'on doit faire particulièrement attention. Et d'ailleurs, un des plus grands facteurs de risque, c'est cet isolement social que présentement on se voit, qui est imposé sur ces familles qui déjà peut-être ont des difficultés antérieurement. Et Sarita, est-ce que la situation à la maison est différente de celle d'un établissement de soins de longue durée, par exemple? C'est très différent parce que les personnes qui sont dans des établissements de longue durée, supposément, sont rentrées là-bas pour recevoir des soins déjà, peut-être qu'ils ne pouvaient pas recevoir à la maison. Les facteurs liés à la maltraitance en soins d'hébergement, d'ailleurs, sont un peu intéressants et sont aussi affectés par la situation de la crise présentement en cours. C'est le fait de ne pas avoir des visiteurs de l'extérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Déjà, n'aide pas beaucoup parce qu'on comprend que très souvent, c'est les familles qui font la plus de surveillance par rapport à l'état des personnes qui sont en soins d'hébergement ou en ressources. Il y a aussi le fait d'avoir un personnel il y a une pénurie ou qui est épuisé. Comme je dis, c'est pas toujours intentionnel, mais si tu n'as pas le temps pour donner des soins de qualité,
tu vas pas les donner. Et aussi, ça peut arriver aussi de mettre des personnes qui veulent pas être là et qui ont une attitude déjà négative vis-à-vis des personnes aînées. Ça peut causer aussi un problème que l'on n'envisageait pas en imposant des personnes de travailler dans un secteur qui ne veulent pas travailler. Et ultimement, c'est de donner des tâches à des personnes qui ne sont pas outillées pour le faire, qui ne sont pas formées à le faire, de traiter avec des personnes qui sont très fragiles. Alors, même si on veut mettre de l'aide, il faut faire attention qui on va chercher de l'aide. Parce que traiter avec des personnes qui sont fragiles, c'est pas évident, c'est pas facile. Et on sait que des fois, même les personnes qu'on veut aider, ils nous résistent. Alors, il faut vraiment avoir le doué, et je dois dire la dévotion. Les gens qui travaillent en centre d'hébergement, je dois vous dire, c'est vraiment des anges. On en a perdu plusieurs présentement parce qu'ils sont malades eux-mêmes ou ils sont épuisés. Alors, ça prend des personnes archi spéciales et des conditions qui sont très spéciales. Et peut-être le bénéfice de cette crise, c'est d'avoir mis en lumière tous les habiletés et le dévouement que ça prend pour pouvoir donner de l'aide dans l'hébergement. Absolument. Et j'aimerais parler des ressources qui sont disponibles dans un instant, mais tout d'abord, docteur Allard, parlons maintenant de santé mentale. Il y a quand même une liaison qui se fait entre les deux sujets. L'un des problèmes oubliés de la pandémie COVID-19 est la crise de santé mentale qui frappe les aînés vulnérables. On vient juste de le dire, l'éloignement social a augmenté l'isolement des personnes âgées, qui a exacerbé l'anxiété et la dépression. Vous faites partie du nouveau programme d'intervention de télésanté pour les personnes âgées isolées. Quel est votre rôle? Comment fonctionne ce programme? Par exemple, quelles personnes sont appelées? Qui fait les appels? Et à quoi êtes-vous à l'écoute? Ben, écoutez, c'est comme vous avez très bien expliqué. Donc, nous, en fait, on a une intervention qui est basée à l'hôpital général juif, qui est pilotée par le docteur Soham Rej, qui est en fait on essaie de regrouper le plus de volontaires possible pour rejoindre les personnes âgées à l'intérieur de notre CIUS par téléphone pour une conversation de 30 à 45 minutes par semaine. Et dans le fond, c'est juste un appel téléphonique qui se veut plaisant, qui se veut un peu informateur, qui veut aussi regarder comment les gens vont. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait régler? Est-ce qu'on a des choses qu'on pourrait améliorer? Mais surtout, pour juste offrir une porte qui n'est pas confinés dans le fond. Donc, les gens, ils sont à l'intérieur, ils peuvent pas faire le choix de qui ils parlent. Nous, c'est un programme que les gens peuvent recevoir un appel de quelqu'un qui est à l'extérieur. Moi, en tant que clinicien, donc je suis une des personnes qui aide à rédiger les protocoles, à s'assurer que nos volontaires sont bien entraînés, à s'assurer que les patients, ou les patients plutôt, les clients qui reçoivent des appels ont un niveau de détresse qui peut être géré par la personne de l'autre bout du téléphone. Donc, on est plusieurs professionnels de la santé dans plusieurs domaines qui travaillent dessus. On a des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes. Donc, c'est une grande initiative de ce côté-là. Et docteur Allard, j'imagine qu'en écoutant Sarita qui parle de maltraitance, pour les gens qui font les appels, ça doit quand même être un élément qui rentre en ligne de compte. Bien, absolument. Ça fait partie des choses qu'on va parler. C'est sûr que nous, nos volontaires, quand ils font leur entraînement, parce qu'on les entraîne pour pouvoir être des volontaires au téléphone adéquats, une partie de ce qu'on leur apprend à faire, c'est développer des relations puis être capable de demander vraiment aux gens comment ça va. Puis on espère avec le minimum de 3 mois, parce que pour les volontaires, ils doivent être capables de donner au moins un appel par semaine, par personne, pendant 3 mois. Ils développent une relation. Puis c'est en développant des relations qu'on espère que les informations importantes comme je me sens moins bien à la maison, peut-être qu'il y a des choses qui se passent pas super bien avec mon fils ou quelque chose comme ça. C'est le genre de choses-là qui vont ressortir. Et je vous rappelle aussi que l'événement annuel Mind Strong, qui appuie la lutte contre la maladie mentale, est prévu pour le 13 juin cette année. Il prendra la forme d'un party chez vous, virtuel. Une idée géniale. Cet événement récolte des fonds pour plusieurs initiatives, dont le programme bénévole de télésanté pour les aînés, la mise en place de services de télépsychiatrie accrue et l'offre de plus de soins novateurs pour les personnes souffrant de démence et de la maladie d'Alzheimer. Toute l'information se trouve sur le site jghfmindstrong.com. Sarita, avant de terminer, peut-être un petit mot sur les ressources qui sont disponibles par rapport à la maltraitance des aînés. Alors, on a une ligne dédiée, la ligne Aide à Vie aînée, qui est une ligne provinciale, ouverte 7 jours par semaine de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Cette ligne
peut répondre aux questions et soutenir le public, mais elle est aussi là pour donner de la consultation aux professionnels. En regardant un peu quels sont les facteurs de risque, les enjeux et proposer des stratégies. Alors, c'est une ligne qui est très, très spécifique et très aidante, je pense. C'est un bon atout. Il y a aussi la ligne Info Aidant. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations de relations d'aide et présentement isolées dans cette situation-là. Et ce serait une bonne ligne aussi à appeler. Et je pense que cette ligne aussi donne l'information aux aidants, mais aussi aux professionnels. Alors, je pense qu'il faut utiliser ces ressources et les personnes qui sont les mieux outillées, qui connaissent aussi les ressources dans les différentes régions. Si quelqu'un pense à quelqu'un de leur famille qui est quelque part d'autre et se préoccupe, je pense que c'est vraiment des ressources à exploiter dans ces moments-ci, parce qu'ils savent exactement, quels sont les enjeux les plus importants à les cerner. Je voulais prendre l'opportunité aussi de dire que présentement, il y a une hausse assez importante dans les arnaques financiers avec des personnes aînées. Et la prévention va très loin dans les conversations qu'on pourrait avoir avec eux. C'est leur rappeler de ne pas donner de l'information personnelle, que ce soit par texto ou téléphone. Et quand quelqu'un vous demande s'ils peuvent vous aider, assurez-vous que vous les connaissez assez bien avant de leur donner de l'argent pour aller faire des courses ou vous aider. Alors, c'est un petit message que j'aimerais passer. Oui, tout à fait, c'est bien de le mentionner. Docteur Allard, je vous laisse le mot de la fin. Peut-être juste savoir si les gens aimeraient aider avec votre projet. Est-ce que c'est possible? Oui, donc nous, on recherche tous les volontaires qui veulent bien nous aider. Français, anglais, surtout des gens qui parlent d'autres langues aussi, ce serait absolument super. On a une population d'aînés qui sont diverses. Donc, ils peuvent aller s'inscrire, on va vous entraîner, on va vous apprendre comment faire, puis on va vous offrir toutes les ressources que vous avez besoin pour faire ce travail de volontariat de manière adéquate. Puis, en parlant plus aux professionnels de la santé, n'importe quel médecin en ce moment peut nous référer, encore une fois, à travers le site web, des patients qui pensent qu'ils pourraient bénéficier d'une conversation de 45 minutes environ par semaine, juste pour briser un peu l'isolement. Donc ça, si vous avez des questions, comment nous référer, encore une fois, le Telehealth Montréal à commercial@gmail.com. Et je veux juste vous dire, dans le futur aussi, on va avoir un site web sur lequel les gens vont pouvoir se référer eux-mêmes s'ils ressentent le besoin de recevoir des appels comme ça. Fantastique. Donc, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup à vous deux. Sarita Israël, travailleuse sociale avec Créges et Dr Alexandre Allard à l'Hôpital général juif. Bonne chance pour la suite et merci beaucoup d'avoir pris le temps pour le balado Votre santé. Merci à toi, Sean. Vous avez écouté une émission spéciale Votre santé sur la COVID-19. Un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.cuscentrewest.ca/balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.